Écoutez-nous 24 heures sur 24 sur le DAB+, et l'application RCJ à télécharger sur Apple et Android. S'engager, le rendez-vous de l'action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zenagrima et Fabien Azoulay. S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. On le sait, les fêtes juives et en particulier la fête de Pessah sont des moments particuliers pour la communauté, l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour partager un repas de fête et sortir d'un quotidien parfois morose. Et ces moments peuvent être aussi des moments angoissants pour ceux qui n'ont rien ou si peu et pour qui les fêtes représentent un effort budgétaire difficile à supporter. Heureusement, la générosité et la solidarité communautaire sont à l'œuvre. Nombreux sont les donateurs et les associations qui s'engagent pour que personne ne soit laissé de côté. Aujourd'hui, nous revenons plus particulièrement sur la campagne d'aide alimentaire de Pessah, l'occasion de comprendre comment s'organise la solidarité communautaire pour aider les plus fragiles. Pour accueillir avec moi nos invités, Sandrine Zenagrima, bonjour. Bonjour, sujet important et c'est bien qu'aujourd'hui on fasse un reporting sur ce qui s'est passé un petit peu pour Pessah. D'abord pour dire qu'on a passé une belle fête et que c'était important de se retrouver dans ces moments si difficiles en ce moment où la communauté a besoin de cette convivialité et cette chaleur des uns vis-à-vis des autres. Et puis de pouvoir avoir pu accompagner un certain nombre de familles, c'est très important, pouvoir le restituer pour nos donateurs, pour nous, pour dire que la communauté, elle est toujours aussi porteuse de ces gens qui sont en difficulté. Et oui, effectivement, et on va voir justement ces enjeux avec nos invités que nous avons le plaisir d'accueillir, Mazel Benarous et Shalom Cohen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Mazel Benarous, vous êtes coordinatrice du réseau Ezra et vous travaillez sur la coordination des communautés d'Île-de-France pour apporter une réponse sociale de proximité et faciliter l'orientation des situations les plus complexes vers des relais professionnels. On va voir un petit peu tout ce que vous avez pu organiser pour Pessah. Shalom Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association La Fraternité Les Shalom dans le 19e arrondissement de Paris. Voilà, une association d'aide alimentaire qui fournit un soutien quotidien à une centaine de personnes en difficulté toute l'année et bien sûr en plus pendant les fêtes. Alors, d'autres invités vont nous rejoindre durant l'émission, mais d'ores et déjà, et peut-être Sandrine en préambule, Pessah, c'est un moment où les besoins sont particuliers. Parce que c'est un effort supplémentaire pour les familles. Comment est-ce que les familles, d'une manière générale, font, surtout quand on a des revenus qui ne sont pas forcément très élevés? Alors, ce qui est très important, c'est de dire que nos familles aussi, elles veulent garder beaucoup de dignité. C'est-à-dire de pouvoir recevoir leurs proches. D'être aussi un maillon porteur de ce moment qui peut être vécu comme un moment religieux, mais qui peut être aussi vécu comme un moment de retrouvailles, de recohésion de famille. Et c'est très important aujourd'hui de pouvoir maintenir ça. Et cette dignité, nous, on tente avec l'ensemble des partenaires associatifs autour de la table de maintenir ça, d'encourager ça. Et dans ces moments où c'est difficile, c'est important. Donc du coup, on se dit qu'est-ce que ça coûte en fait Pessah finalement, c'est quoi le sujet? Donc je me suis rapprochée de magasins de la communauté, de certaines familles et j'ai dit est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça coûte Pessah par famille et par personne? Et donc j'ai fait ma petite enquête que je vous livre ici. Donc pour Pessah, on a établi que pour un panier pour Pessah pour une famille de 2 personnes, c'est 280 € au moins pour la semaine. Pour 3 à 5 personnes, c'est au moins 700 € par famille. Et puis, pour une famille de 6 à 8 personnes, c'est 1 200 € environ. Et on se dit, bon, ok, ça c'est des chiffres, ils valent quelque chose, mais ils valent quelque chose au regard de ce qu'est la réalité de d'habitude. Et puis d'habitude, on se dit, ça coûte quoi un mois pour nourrir ma famille? Si on est 2 personnes, en moyenne, ça coûte 500 €. Si on est 3 à 5 personnes, en moyenne, c'est 1 000 €. Et si on est plus de 6-8 personnes, c'est 1 400 €. Qu'est-ce que ça dit ces chiffres?
Eh ben, ça dit qu'en fait, Pessard comme Ticherie, c'est comme si on devait payer un 13e mois de courses alimentaires. C'est-à-dire qu'on multiplie grosso modo son budget par 2. Pour des familles qui ont déjà toute l'année des grosses difficultés à porter ce budget qui est somme toute considérable, qui contient effectivement l'épicerie cachère, effectivement la viande et les produits traditionnels qu'on achète dans les grandes surfaces, en plus de tout ça, les fruits, les légumes, tout ça. Eh bien, ça veut dire que l'effort, il est tellement important pour les familles qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts que la générosité communautaire ne peut être qu'intéressante que si elle est mutualisée, si elle est rationnelle et si elle est partagée pour donner, dans l'esprit de la tzedaka, ce qu'il faut à la bonne personne en fonction de ce qu'elle est capable de recevoir. Alors, justement, les enjeux de mutualisation, on va y venir avec Mazal. Juste, Shalom Cohen, dans les personnes que vous êtes amenés à aider au quotidien, est-ce que cette réalité budgétaire, ce manque, quelque part, pour combler un budget alimentaire, c'est quelque chose que vous voyez fréquemment? Tout à fait. On a aujourd'hui, une nouvelle émergence de nouveaux demandeurs, les classes moyennes et on essaie de devancer en réalité leurs besoins, dans un sens où on avait les personnes qui étaient, habituées à les demander. Donc il y a pas mal d'associations et on remercie, les FEJU et comme a dit, Sandrine, cette capacité à mutualiser pour pouvoir donner à la bonne personne au bon moment. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une nouvelle classe qui est les classes moyennes, les personnes qui n'osaient pas. Et nous, notre devoir aujourd'hui, c'est non seulement lorsqu'ils demandent d'être présents, mais essayer aussi d'aller devancer et aller leur proposer et même un petit peu pousser, parce que des fois, c'est très compliqué de passer de l'autre côté de la barrière, quoi. Et effectivement, on voit de plus en plus de personnes et on essaie d'y répondre de la manière la plus adéquate. Aujourd'hui, quand vous dites, c'est difficile, c'est-à-dire ces enjeux de dignité dont parlait Sandrine, c'est-à-dire que c'est compliqué quand on est en difficulté de franchir la porte d'une association? Tout à fait. On a beaucoup de personnes qui nous demandent des distributions hors horaire, parce qu'ils ne veulent pas être mélangés à une foule. Donc on essaye, des fois c'est tard la nuit après le travail, c'est tôt le matin, c'est des fois avec des enfants. Mais ce que je veux également mentionner, c'est qu'il y a l'idée de donner, il y a aussi l'idée d'accompagner. Et l'accompagnement, c'est très très souvent une démarche qui est aussi nécessaire, aussi importante que le don, dans le sens où une personne qui va vous demander, elle est en urgence, une fois, deux fois, et nous, notre rôle, c'est d'essayer de l'aiguiller pour la mettre dans un système qui va lui permettre de sortir de cet état de demandeur. Parce que à un moment, si vous voulez, lorsque on perd son identité, on peut s'en octroyer une seconde. Et nous, ce qu'on veut, on veut absolument, c'est pousser ces personnes à ce que l'association soit un dépannage, un tremplin, mais que ça ne soit pas une, Ouais, une nouvelle manière de vivre, quoi. ouais, ouais, se maintenir dans la dépendance par rapport à une réponse, alors Exactement. que la réponse est censée être un tremplin. Mazal, justement, sur ces enjeux d'accompagnement, parce que le réseau Ezra était bien sûr au cœur. Alors, on pourra représenter le réseau Ezra au cours de l'émission, mais d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, dans la mission, cette mission de lien avec les communautés et d'accompagnement et d'orientation aussi des situations les plus complexes? Oui. Alors aujourd'hui, le réseau ISRA collabore est en partenariat avec une quinzaine de communautés et d'associations. Et effectivement, ce point que soulevait Shalom d'accompagnement est très important parce qu'il va déterminer la sortie d'une situation qui est ancienne ou récente, mais qui, pour le coup, ne satisfait pas la personne qui est dans ce cas. Et donc, l'objectif du réseau Ezra, c'est effectivement de une fois qu'elle a connaissance de ces différentes situations, qu'elles soient de rupture sociale ou de rupture financière ou de problématiques de logement, c'est effectivement d'orienter vers la bonne association professionnelle
qui va pouvoir accompagner, recevoir la personne déjà, l'accueillir, hein, lui donner sa place et comprendre quelle est la situation, quel est le problème pour commencer à apporter des solutions. Oui, parce que l'aide alimentaire, c'est souvent un premier point de contact, mais derrière l'aide alimentaire, il peut y avoir effectivement des problématiques qui sont Mmh. pas forcément verbalisées au premier abord, Tout à fait. mais qui émergent à la faveur de la relation alors, entre Exactement. le bénéficiaire et Ouais. les bénévoles. Ouais. Oui, je voulais rajouter qu'effectivement, l'aide alimentaire, c'est la première chose vers lesquelles les familles nous approchent, que ce soit les associations, nous, FSJU. Il y a deux grandes thématiques, l'aide alimentaire, la difficulté de payer l'école juive, évidemment, et c'est la première porte d'entrée. Mais cette guidance qui est faite grâce aussi au réseau Ezra, au fait de tenter de former nos partenaires, voilà, va permettre aux familles de ne pas récidiver 10 fois de raconter leur histoire. C'est extrêmement douloureux d'avoir 50 personnes à qui je devrais dire et Mhm. redire et re-redire. Et souvent, ce qui perd aussi en pertinence l'accompagnement social, c'est qu'au bout d'un moment, ben, ils en ont marre de raconter leur histoire s'ils ont 5 interlocuteurs. Et c'est vrai que la facilitation de guider immédiatement vers le bon interlocuteur va maintenir la famille, tenter de maintenir la famille pour qu'elle aille au bout de la démarche. Et si je dois passer par 50 personnes, 4 personnes, 5 personnes, et je récidive, et je réexplique, et je repleure, et ça me remet à chaque fois dans cette situation, c'est extrêmement délétère pour la qualité de l'accompagnement social que nous tentons de mettre en place. Alors effectivement, dans cette relation entre le bénéficiaire et l'association, les bénévoles jouent un rôle essentiel. Myriam Jonas, vous nous avez rejoint et merci beaucoup d'être présente. Vous êtes bénévole à l'association La Fraternité avec Shalom Cohen. Dans votre quotidien de bénévole, qu'est-ce que, quel type de relation vous nouez avec les personnes? Comment vous les accompagnez aussi dans leurs difficultés? Alors oui, merci beaucoup de nous recevoir et effectivement donc je suis bénévole à l'association, Le Shalom depuis de nombreuses années. Heu, à la base, c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout mon secteur d'activité. Je suis enseignante, au lycée, je suis prof de français et en fait, c'est la proximité géographique avec l'association qui a suscité ma vocation parce qu'en fait, je voyais, chaque jeudi des enfin des personnes qui s'aggroupaient devant l'association et ça m'a intriguée et c'est ainsi que je suis rentrée en contact et donc j'ai découvert en fait tout un monde, heu, malheureusement tout un monde de précarité finalement qu'on côtoie sans parfois s'en rendre compte et ça a été l'occasion pour moi, heu, de nouer des liens que j'aurais jamais soupçonnés parce que, il y a au-delà effectivement de l'apport, purement technique, des colis qu'on transmet, des paquets de farine, de sucre, et cetera. Il y a ce lien qui se crée, il y a toute une dimension, il y a une véritable familiarité, qui s'instaure et en fait, c'est-à-dire qu'il y a il y a une vraie relation humaine en fait, enfin pour l'anecdote, au fil des années, ben, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et cetera et il y a certains des bénéficiaires, avec qui j'ai créé un vrai lien, qui sont même venus assister à ma cérémonie de mariage et cetera, simplement parce qu'en réalité, c'est avant tout, un rapport humain en fait qui Mm. s'instaure. Et du coup, en fait, ce rapport humain, il permet quoi? Au-delà de l'aide, immédiate et de la relation qu'ils peuvent instaurer, est-ce que ça vous permet, est-ce que ça leur permet de, de pouvoir justement, ensuite prendre en main un petit peu les réponses qu'on peut leur apporter, les orientations vers des relais professionnels, que Bah ce soit assistante sociale, que ce soit éducateur, quand il y a des En fait, problématiques, la précarité, il faut bien réaliser qu'elle n'est pas simplement, au niveau économique. Elle est souvent également au niveau social, elle est, au niveau relationnel. C'est des personnes qui s'isolent, c'est des personnes qui sont souvent en rupture et donc en réalité, c'est l'occasion effectivement de renouer. Déjà, ne serait-ce que de lorsqu'on instaure, un lien, lorsqu'on leur demande: «Comment allez-vous?» et cetera. Parfois, c'est le seul contact, de la semaine, qu'ils vont avoir. C'est le seul moment dans la semaine où ils vont se sentir, réellement pris en compte, ne serait-ce que par un sourire, par un café qu'on va leur proposer et à ce moment-là et bien, c'est vraiment l'occasion déjà parfois simplement de leur, redonner le courage de Mhm. pouvoir ensuite,
Oui, initier des se sentir démarches. écouté, Mmh. se Ouais, sentir toujours faire en partie fait, de la c'est communauté. fondamental et C'est dans l'association, de Shalom Cohen, en réalité, c'est quelque chose qui est vraiment au centre, en fait. C'est-à-dire que l'humain, vraiment, c'est la dimension, cardinale du travail qui Mmh. est fait là-bas. Mmh. Vous allez redonner une estime de lui-même à la personne, Tout à qui fait. va C'est être un là. regard, c'est un C'est un sourire, regard, c'est Il exactement. est un mot, c'est attendu. une Mmh. attention Voilà, il et est attendu et Mmh. il est entendu. Ça veut dire qu'il est attendu par tout à fait. l'association, Il a il de est important. l'importance. Mmh. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas simplement on n'est pas là en train de leur balancer, vous voyez, Mmh. et de la nourriture. Enfin, vous voyez, c'est au Mmh. contraire, c'est-à-dire il y a vraiment il y a un contact, il y a un accueil et vraiment, souvent les bénéficiaires nous disent que, ils attendent toute la semaine ce rendez-vous. Souvent, ils arrivent d'ailleurs en avance, ils partent après et cetera. C'est un moment de convivialité, en Mmh. réalité, au-delà de la distribution alimentaire. Est-ce que pardon. Vas-y, Sandrine, Moi, après. je me dis, quand on est, pour avoir été un petit peu bénévole à droite à gauche, est-ce que vous vous dites aussi que peut-être, quand ils viennent, ils se livrent un petit peu Bien sûr. différemment qu'auprès d'un travailleur social, parce qu'il y a cette proximité, cette écoute particulière qui n'est pas une Bien écoute, sûr. admettons, administrative ou je sais pas. Est-ce que du coup, vous pensez que la parole se libère un peu différemment qu'avec un travailleur social ou... Oui, parce que, enfin, disons qu'on sort du cadre professionnel, Mmh. c'est-à-dire que ils savent pertinemment qu'on n'est pas dans le jugement, qu'on cherche ni à évaluer, ni à Juger. chercher. Voilà, donc le contact, il est finalement très simple et très très authentique et vraiment, et, enfin, et je dois dire que c'est une chaleur réciproque, c'est-à-dire que nous, en tant que bénévoles aussi, finalement. Eh bien, on y gagne, parce Mmh. que simplement, il y Ouais. a des relations qui se nouent. Merci. On reviendra justement sur l'engagement des bénévoles, je pense que c'est très important, puis on écoutera aussi des témoignages en région. Sur la typologie des publics accueillis, peut-être Shalom puis Mazal, Mmh. ce sont plutôt quoi? Des personnes âgées, des familles, des jeunes, des familles nombreuses? Alors, on a vraiment un public qui est très éclectique, dans le sens où on peut avoir à une distribution ou même à une table un enfant de rescapé de la Shoah avec un jeune qui a été déscolarisé et en fin de compte qui trouve un lieu dans lequel il boit son café. On a des femmes divorcées, mais aussi des femmes avec un statut social élevé, mais qui, comme on a dit tout à l'heure, rencontrent un problème de passage. Donc on a vraiment ce panorama de personnes qui s'enchevêtrent, qui fait qu'on a un tableau à la fin qui est harmonieux. Mmh. Et c'est un petit peu le thème qui revient à chaque fois qu'on veut décrire l'association, c'est qu'il n'y a pas de jugement et on retrouve vraiment des personnes de tout genre, des SDF avec des anciens patrons, des plus ou moins jeunes, des ados. Et comme je dis, en ce moment, c'est très la mode de parler de TDAH. On est tous quelque part TDAH. Alors, TDAH, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ouvre 1000 fenêtres en même temps. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, la mode, c'est aussi de fermer les fenêtres, mais d'ouvrir les portes. Et l'avantage de l'endroit géographique, si on est en plein dans le 19e, et la porte est presque tout le temps ouverte, aux horaires bien sûr autorisés. Et le fait d'avoir une porte ouverte, même de manière mentale, ça nous permet de dire, ben, il n'y a même pas besoin de taper, on ouvre, on rentre, et il y a un lieu qui nous accueille. Mmh. Je me permets d'intervenir parce que c'est Oui. vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut le voir pour le croire. Mmh. C'est-à-dire que moi, la première fois que je suis rentrée là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce lieu? C'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de public franchement, on ne rencontre pas ailleurs. Effectivement, déjà au niveau des âges, souvent, on a tendance à se retrouver par classe d'âge, etc. Les vieux de leur côté, les jeunes de leur. Et là, il y a un mélange de population et comme l'a dit Shalom, qui est harmonieux. C'est ça qui est fou, c'est que finalement, il y a des interactions qui se créent qu'on n'aurait jamais pu soupçonner ailleurs. Magnifique. C'est la force des associations Mmh. aussi. Mazal, sur le réseau Ezra, Alors, globalement, les typologies de public. sur le réseau Ezra, mais plus spécifiquement par rapport à la demande de Pessar Oui, bien cette année, entendu. Oui. on a pu constater qu'il y avait plus de familles monoparentales que de familles en couple. Et on va dire sur la demande qu'on a couverte, un quart de personnes qui sont seules, veuves, Mm. isolées. Voilà.
C'est 2 tiers, 1 tiers à 2 peu tiers, près. 1 tiers, oui. Donc Voilà. effectivement, on voit très clairement que les familles qui sont précarisées sont des familles divorcées, des gens qui vivent, donc ce qu'ils ont appelé célibataires, mais on comprend bien que c'est une personne au foyer qui porte toutes les charges, souvent avec des salaires ou des minima sociaux. Donc effectivement, vivre seul aujourd'hui, avec ou sans enfant, c'est une vraie raison de précarisation. Ça n'étonne personne dans toute cette table, on a l'habitude. Mais là, c'est extrêmement massif, Oui. puisqu'on est sur 2 tiers des publics services, ce qui est quand même énorme. Alors effectivement, il y a ces problématiques qui sont des problématiques, j'ai envie de dire, nationales. La, la décomposition du foyer fait que forcément on se retrouve avec des situations parfois de précarité accrue. Mais aujourd'hui, est-ce que on a dans la communauté, alors sur Pessard, je l'entends, est-ce que on a pensé cet accroissement de population de familles monoparentales, peut-être, au niveau des réponses qu'on pourrait apporter? Au niveau des réponses qu'on peut apporter, déjà en les accompagnant et en les écoutant et en les aidant dans leur quotidien. Après, j'ai envie de dire que c'est pas spécifique à la communauté, c'est vraiment Oui, une problématique qu'on retrouve, partout. Ce que j'ai envie de souligner aussi et qui est, concomitant à cette structuration, c'est des problématiques de troubles mentaux, de troubles Oui. psychologiques mm, et de plus en plus. C'est vraiment ça touche, j'ai envie de dire quasiment, la totalité des personnes qu'on accompagne. C'est vraiment, très, qui se très sentent massif. eux-mêmes en Qui situation de oui, rupture. qui se sentent en situation de rupture et de ce fait, basculent assez facilement dans une espèce de De fragilité, mal-être, de mal-être, qui les empêche aussi d'avancer, qui les empêche de de se se saisir. sortir, de se saisir Mm. de ce qu'on peut leur Oui, c'est ça, la proposer. précarité n'est pas qu'alimentaire et Oui. dans les faits, alors on verra, on va marquer une première pause dans cette émission, mais on verra après effectivement les différents types de réponses qu'il peut y avoir et qui peuvent peut-être aussi apporter une réponse sur ces aspects-là. Alors on marque une première pause dans cette émission, on se retrouve juste après. Ishaï Ribo, Anish Shayar Léam. Voilà. אני שייך לעם, הכי עתיק בארכיון, אני שייך לעם שלא הבין לא שומעים, לא רואים ולא שומעים והעם שלנו ואני שייך השם הוא אלוקיו והעם שלנו ואני שייך השם Ishaï Ribo,
Annie Chayar-Léham, pardon, S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ, et nous parlons de la campagne de Pessar. Nous revenons sur la campagne de Pessar 2025 avec nos invités Mazel Benarous du réseau Ezra, Shalom Cohen et Myriam Jonas de l'association La Fraternité Le Shalom. Et nous allons tout de suite en région avec Benjamin Sidbon qui est sur Marseille. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oh, ok, ben c'est super. Merci Benjamin d'être avec nous pour cette émission où nous revenons sur l'opération de Pessar 2025. Peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce qui s'est passé à Marseille, sur les engagements des principales associations, le FSJU, le CASIM et les partenaires. Bien sûr. Alors nous, on a une formidable participation et une mobilisation de la part de notre jeunesse, ici en local. Depuis plus de 2 mois, nous sommes en ce qu'on appelle, nous, le marathon du bénévolat. On propose à nos mouvements de jeunesse, à nos jeunes, de participer à des actions de bénévolat. Et on est tombé en plein dedans pendant les fêtes de Pessar. On a décidé de faire des collectes alimentaires et donc des redistributions derrière avec nos commerces, boucheries, supermarchés partenaires. Donc on est très content de pouvoir aller dans ces points de vente à chaque fois pour faire nos collectes. Ce qui était le plus frappant, bien évidemment, c'est que tous les jeunes se sont impliqués, ont donné de leur temps, sont venus pendant des week-ends entiers pour faire des collectes alimentaires. Mais alors, ce qui, je pense, nous a le plus frappé, ce sont les gens qui nous ont effectivement donné des denrées non périssables pour qu'on puisse les redistribuer derrière. Quand on leur disait merci de votre participation, ils nous disaient mais non, c'est nous qui devons vous remercier pour nous permettre de participer à des actions comme celle-ci. On sait que là, pour le coup, on aide réellement les gens. Et donc, on a collecté, on a redistribué. Et là aussi, ça a été quand même assez intéressant parce qu'on a redistribué à tout le tissu associatif qui œuvre pour le social. Bien évidemment, à Marseille, nous avons le CASIM, mais on a aussi redistribué au Chabad, qui a organisé des sédarim pendant les fêtes de Pessar ici sur Marseille. On a organisé aussi des distributions avec Mazen, mais aussi de l'empaquetage, on s'est occupé des cartons avec eux, etc. Donc on est vraiment allé sur, je dirais, tout le process de collecte et de redistribution de A à Z, parce qu'on a même pu côtoyer finalement aussi les bénéficiaires. Ils ont côtoyé les jeunes, etc., qui ont fait cette collecte et qui ont redistribué. Donc je trouve que ça avait été une action qui avait énormément de sens, et pour les jeunes, et pour les gens qui nous ont aidés, pour les bénéficiaires. Et on s'est retrouvé avec une collecte gigantesque. On a passé des jours et des jours à acheminer finalement ces colis, à les redistribuer. Donc ça a été génial, les jeunes ont eu des super retours. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait avec les mouvements de jeunesse. Et nous, Fonds Social, on a été aussi opérateurs, puisqu'on a permis à des gens, à des bénéficiaires, des familles qui sont les plus fragiles de la communauté, à aussi aller faire les courses dignement dans les magasins. Donc on a distribué plus de 10 000 euros de bons alimentaires à des familles, bien évidemment avec l'aide du CASIM, pour pouvoir, encore une fois, faire ces courses dignement dans nos commerces à Marseille et à Toulon. C'est un peu la nouveauté. On est Oui, allé vous avez même été travailler à avec Toulon avec le réseau Ezra. le réseau Ezra, c'est ça? Exactement. Et voilà, du coup, encore une fois, des familles qu'on a aidées et pour le coup, pouvoir acheter ce qu'on veut avec des bons alimentaires dans des magasins, je pense que ça n'a pas de prix. Et encore une fois, on a des super retours et des commerçants qui sont partenaires, puisque je le dis à chaque fois, les commerçants participent à notre action. Ils offrent entre 12 et 15% de chaque bon alimentaire pour que les gens puissent aussi acheter des produits qu'ils n'ont pas l'habitude d'acheter. Et aussi, bien évidemment, les bénéficiaires qui nous remercient encore aujourd'hui des actions qu'on fait pour eux et aussi de pouvoir, encore une fois, avoir des moments de vie presque classiques pour tout le monde, mais qui pour eux sont rares. Et effectivement, ce qu'on entend dans votre témoignage, Benjamin, c'est que la solidarité, elle se fait à plusieurs niveaux. Les donateurs, bien sûr, les commerces qui participent eux-mêmes à cet effort de solidarité, et les bénévoles, en particulier des mouvements de jeunesse dont vous avez la charge de la coordination. Tout à fait. Et voilà, encore une fois, on est sur alors nous, à Marseille, on a eu une mobilisation de nos VSC, nos volontaires en service civique, qui ont créé un marathon du bénévolat. Et on a beaucoup d'actions qui sont organisées pour toutes les tranches d'âge. Donc les jeunes, on essaie de les impliquer. Et par le bénévolat, on pense qu'ils vont derrière pouvoir se mobiliser encore mieux parce qu'ils vont comprendre l'action concrète qu'ils réalisent.
auprès de la communauté, auprès de la cité aussi, hein, parce qu'on essaye vraiment de s'inscrire dans la cité. Et encore une fois, on n'a que des bons retours et on a une mobilisation qui est accrue parce que finalement, un jeune parle à un autre jeune qui lui-même va participer à une autre action, etc. Et on arrive à avoir une mobilisation très très conséquente dans l'ensemble de nos activités. On a fait de la collecte alimentaire, c'est bien évidemment important, mais aussi pendant Pessah, on a fait par exemple des activités à Beyahad, qui gère un public handicapé, et on est parti faire des après-midi jeux de société, passer le temps avec eux, s'amuser, faire la fête, etc. Et ça aussi, ça œuvre bien évidemment dans le social, mais c'est surtout dans le caractère, l'ADN, je dirais, de solidarité du Fonds social. Oui, merci et bravo pour ce travail que vous avez mené. C'est Sandrine Zena au bout du micro. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, alors tout ce qui est fait est évidemment formidable et bravo à vos bénévoles, à vos services civiques, à toutes les forces vives qui se sont réunies autour de ce projet. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est finalement, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir couvert 100% de la nature du besoin? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez pu ne pas servir, vous n'avez pas pu les servir pour des questions soit budgétaires, soit organisationnelles, soit géographiques? C'est intéressant de savoir aujourd'hui si on a encore un effort à faire pour en aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a des réponses qui ont pu être apportées qui sont un peu différentes, comme par exemple, est-ce que ça vous semblerait pertinent de donner une accession, par exemple, à l'épicerie sociale en alternative aux colis alimentaires ou les bons cartes hyper cachères, Carrefour et bien je vais dire Auchan pour en donner un troisième. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait éventuellement encore d'autres réponses à apporter pour couvrir soit le public qu'on n'a pas pu couvrir encore, soit pour être encore plus ingénieux et avoir d'autres réponses? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'acteurs sur Marseille. Alors, je pense pas qu'on couvre 100% des besoins. On a aussi souvent, malheureusement, des bénéficiaires qui ne viennent pas vers nous, qui ne demandent pas quand ils ont vraiment besoin. Donc, ces personnes-là, malheureusement, on n'arrive pas à les toucher, même si, encore une fois, on passe maintenant aussi par des rabats, on passe par Oui, des je pense aux madones étudiants, je qui pense à nos sont très personnes ouverts, âgées qui se etc. déplacent Ouais, pas, ouais, par tout à exemple. fait. Voilà. Exactement. Avec le CASIM, on a effectivement la possibilité de livrer ces colis alimentaires, ce qu'on a fait aussi avec le CASIM cette année. Mais alors là où je pense qu'on a un vrai travail à faire, ce sont sur les petites communautés avoisinantes. Parce que là, voilà, on a travaillé avec le réseau ESRA sur Sanary, Saint-Cyr, Bandol, Mm. des petites communautés autour de Marseille. Mais finalement, Avignon, Aix-en-Provence, C'est ça. voilà, toutes ces communautés qui Des sont questions avoisinantes. géographiques. Mm. Et exactement. Et là où on sait qu'on a quand même une communauté où on a aussi des besoins en termes sociaux, malheureusement, on n'arrive pas encore à les toucher parce qu'on n'a pas, je dirais, l'association de terrain qui nous permet de le Mm. faire. Bah écoutez, Très en bien, tout cas, merci en c'est tout cas. voilà, c'est l'objectif peut-être pour les années à venir. Merci beaucoup Benjamin Silbon. Je rappelle que vous êtes coordinateur jeunesse sur la région Marseille-Provence au FSJU. Et merci pour votre témoignage et pour toutes les actions que vous menez Bravo. sur la région. Merci beaucoup. Bonne journée. Et nous allons faire un grand écart géographique puisque nous allons, après Marseille, rejoindre Strasbourg. Et nous sommes avec Sophie Hirsch au téléphone. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Nous revenons sur la campagne de Pessard 2025 et en même temps, bien sûr, sur toutes ces actions d'aide alimentaire qui sont portées par les associations. Alors, Sophie Hirsch, vous êtes la directrice de l'ASJ, l'Association sociale juive à Strasbourg. Est-ce que peut-être vous pourriez revenir avec nous sur les actions qui ont été menées sur l'aide alimentaire cette année? Oui, alors avec grand plaisir et j'écoutais justement notre correspondant de Marseille et c'est vrai que ça a vraiment fait écho pour nous. Il faut savoir qu'à Strasbourg, on a fait le choix de ne pas avoir d'épicerie solidaire pour le moment et que nous travaillons par le biais de la distribution de colis alimentaires qui ont lieu d'ailleurs toute l'année grâce à une équipe de bénévoles des Paniers du Cœur. À Pessard, naturellement, ces colis ont été agrémentés de tous les produits nécessaires à un beau Pessard. La viande, et on sait le coût de la viande actuellement, il y en avait pour plusieurs repas. Les matzot avec une
une action très sympathique de la part d'Emma Teumann, le vin, le jus de raisin, plus d'autres produits spécifiques. Donc, les paniers du cœur ont distribué des colis pour les personnes et les familles, donc personnes seules. On parlait des personnes âgées, des étudiants, mais aussi les familles qui ont des budgets avec un reste à vivre à zéro, voire négatif, et ils ont vraiment pu répondre à la demande grâce aux dons qu'ils ont reçus, et on a essayé également d'ouvrir à certaines familles qui n'ont pas tout au long de l'année, qui ont la dignité d'essayer de s'en sortir toute l'année, mais pour qui Pessah est une fête très, très, très onéreuse, comme on le sait tous. On a également travaillé donc avec des associations locales qui interviennent au moment de Pessah. Il y a une association qui distribue des colis 2 fois par an, au moment des fêtes de Tishri et au moment de Pessah. Et on a vraiment essayé de voir pour qu'une majorité de familles soient couvertes et puissent passer dignement Pessah. On a échangé avec les différentes associations qui ont répondu toujours par l'affirmative et par la positive pour qu'il y ait cette dynamique et éviter de laisser des familles sur le côté et ne puissent pas passer les fêtes correctement. Sur Au niveau de Strasbourg. l'ALJ, Oui, bien sûr, allez-y Sophie, pardon. voilà, pardon. Au niveau de l'ALJ, nous avons notre programme donc Tikvakart, qui a été développé depuis un moment et qui trouve aussi tout à fait une oreille attentive au moment de Pessah. Donc, Tikvakart, c'est un programme que nous avons mis en place avec le soutien, entre autres, du FSJU, naturellement, et où nous recevons les familles, nous établissons leur budget, et en fonction de leur reste à vivre, de la composition de la famille, nous leur fournissons des Tikvakart, des cartes valables dans toutes les épiceries et boucheries cachères de Strasbourg. Ils peuvent acheter dignement ce qu'ils veulent. Alors, il y a des produits normalement exclus, mais on sait que ce qui compte, c'est qu'ils puissent acheter à manger ce qui leur convient. Cette année, grande première, nous avons créé également un partenariat avec un commerçant qui intervient sur les marchés de Strasbourg et donc qui propose des fruits et légumes à prix correct. Et donc les familles ont pu acheter également leurs produits frais au marché pour agrémenter les fêtes. Alors effectivement, Et c'est très très large et je vois que le tissu associatif strasbourgeois est très actif. On parle en ordre de grandeur de combien de familles qui sont aidées par ces réponses d'aide alimentaire? je pense qu'on peut aller à 150 à 200 familles. Ouais. Parce qu'il y a ceux qui peuvent obtenir les paniers du cœur, il y a ceux qui ont les Tikvakart, il y a les familles surtout, et c'est celles qu'on essaye de rechercher qui veulent vivre dignement. Et je voulais juste rajouter que par rapport aux Tikvakart, chaque famille participent financièrement en fonction de leur reste à vivre. Hein. Ce ne sont pas des bons d'achat gratuits, les familles participent. Et donc, il y a donc les Tikvakart, il y a aussi les familles qui, aujourd'hui, ont un budget serré, s'en sortaient jusqu'à maintenant, mais se retrouvent face à l'explosion des factures, que ce soit de l'électricité, les charges locatives. Il y a naturellement les écolages. Et donc, on essaye de toucher toutes ces familles-là qui, normalement, ne font pas appel à un service social parce qu'ils ne se considèrent pas comme famille en grande difficulté, mais qui, au fur et à mesure, commencent à avoir des difficultés financières et budgétaires. Oui, c'est la problématique que mentionnait Shalom Cohen au début de l'émission sur le fait qu'on a aussi des familles qui viennent de classe moyenne basse, mais qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller frapper à la porte d'associations parce qu'elles n'en ont pas l'habitude et ne se considèrent pas, et vous l'avez bien dit, forcément en difficulté ou en grande difficulté, mais au moment des fêtes, malheureusement, Sandrine, vous disiez que c'est 2 fois le budget alimentaire classique, quoi.
Écoutez, Sophie Hirsch, merci beaucoup Merci vraiment beaucoup. pour ce témoignage. Merci bien sûr pour Merci à toute vous. l'action que vous menez sur la région strasbourgeoise. On se revoit bientôt en tout cas et merci pour tout ce travail. Euh, Merci à vous et bravo pour ces informations que vous transmettez. À Merci. avec bientôt. plaisir. Au revoir. Alors, justement, sur ce sujet à la fois des classes moyennes, on en parlait, et en même temps des typologies de familles, et on le voit bien à l'écoute de Benjamin ou de Sophie, que c'est aussi très varié. Il y a des personnes âgées, il y a des familles avec enfants, familles nombreuses. Sandrine, pendant la pause, vous me disiez que on avait sur le... On a 60% de notre public que nous avons servi dans le collectif Pessard, là, qui ont plus de 3-4 enfants jusqu'à 11 enfants. Et ça représente 60% de nos familles. Ce qui est énorme, hein, c'est-à-dire qu'on couvre vraiment des familles extrêmement nombreuses. Si on fait une petite focale un peu de d'où viennent ces familles, ça me semblait aussi Oui, bien intéressant sûr. de positionner dans ce travail qu'on a mené ensemble. Donc, quand on dit quelle est la répartition par secteur géographique, où habitent ces familles, donc on a 48% qui sont des Parisiens, enfin près de 50% qui sont des Parisiens. Sans surprise, la deuxième pole position, c'est la Seine-Saint-Denis, avec Drancy, Créteil, Romainville, Les Lilas, Pantin, sans surprise. Et puis, dans le 1, 2, 3, il y a deux challengers qui sont donc les Hauts-de-Seine, Antony, Levallois, Courbevoie. C'est pas là où on les aurait trouvés comme ça, a priori, mais évidemment, Sarcelles, Saint-Brice, le Val d'Oise représentent aussi, voilà. Donc c'est le trio de tête, donc Paris en pole position, les Hauts-de-Seine et puis Sarcelles. Et puis si je fais encore une toute petite focale, c'est celle de Paris. Si je prends juste Paris, quels sont les quartiers qui nous ramènent le plus de familles? Eh bien, pour 45%, c'est le 19e. Sans surprise. 20%, c'est le 20e. Donc, si on associe le 20e et le 19e, nous sommes à 60% de la précarité parisienne qui nous est parvenue. C'est pas une paille de prendre ces constats-là. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la réponse qu'on apporte en face est suffisante? Elle est au bon endroit? Parce que on a toujours aussi la question de la pertinence de la réponse apportée. Est-ce qu'il faut des colis pour ces gens? Est-ce qu'il faut des livraisons? Est-ce qu'on doit mettre en place des bénévoles? Est-ce qu'on doit ouvrir d'autres épiceries sociales? Ou est-ce que les bons cartes Carrefour, Hyper Cacher, voilà. Et donc, en fait, on a vu que face à différentes typologies de public qu'on évoque depuis tout à l'heure, forcément, les réponses ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que aujourd'hui c'est pertinent d'aller livrer un colis quand on livre à une famille avec un monsieur qui a une voiture? Peut-être pas, parce qu'on mobilise un bénévole, on mobilise du temps. Est-ce qu'aujourd'hui aller livrer une mamie qui a du mal, ce que vous disiez tout à l'heure Myriam, à se déplacer, c'est plus qu'un colis, c'est aussi une visite à domicile, c'est aussi prendre contact avec les gens et comme dire être attendu. Bref, toutes ces questions de pertinence sur la réponse apportée, elles sont aujourd'hui de notre responsabilité d'être au bon endroit et pour la bonne personne. Mazel. Oui, et c'est justement ce qu'on a tenté de faire avec cette plateforme qu'on a lancée cette année avec nos partenaires, nos associations, nos communautés. L'objectif, c'était effectivement d'identifier les personnes qui étaient dans cette situation et d'adapter les réponses qu'on pouvait leur apporter. Effectivement, on s'est beaucoup appuyé sur cette mutualisation que représente le réseau pour délivrer des colis à des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour aller les chercher, des bons pour certaines personnes qui préféraient des bons Carrefour parce que dans le quotidien, elles ont des difficultés à subvenir à leurs besoins en produits ménagers et autres, de toilettes. Des orientations vers les épiceries solidaires avec lesquelles nous collaborons, l'épicerie Mahavar, Leftov. On a à peu près une trentaine d'orientations sur l'épicerie solidaire pour cette période de Pessah. Et des colis également, aussi bien par Mahavar que par Leftov. Ça représente à peu près aussi une vingtaine de colis entre Mahavar et Leftov. Donc c'est vraiment une adaptation par rapport aux besoins des personnes. Sur l'adaptation des réponses, Shalom, est-ce que aussi vous avez la possibilité, selon le public, selon les attentes, d'adapter des réponses et de proposer soit un colis, soit un bon d'achat?
Tout à fait. Alors vous savez que donner la tzedaka s'appelle, la tête donnée, mais il y a aussi un terme en hébreu qui s'appelle afracha. Afracha, c'est de mettre de côté. Alors on pourrait se poser la question, si vous mettez de côté, ça change un petit peu l'ADN de la tzedaka qui est de donner. Alors en réalité, on peut mettre de côté parce qu'on n'a pas l'occasion dans la journée, on n'a pas, la possibilité de rencontrer une personne nécessiteuse. Et l'avantage de mettre de côté, c'est si elle vient de manière fortuite, on aura déjà une réponse qui est très rapide et on ne sera pas dans uniquement le don, c'est-à-dire aller chercher comment donner. On peut ne pas avoir sur soi de l'argent, des tickets, un colis. Mais déjà, quand on arrive en début de journée, se dire que voilà, on a des colis qui sont prêts, on a des réponses qui vont vite, parce qu'aujourd'hui le monde va très très vite. Et on doit être aussi dans le social et dans le don, un petit peu au diapason. Il faut que ça soit rapide, bien sûr, avec un cahier des charges, avec une logique. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'en réalité, la tzedaka, le lien social, le don, c'est un prétexte qui est aussi nécessaire. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de divorce. Il faut savoir que dans beaucoup de couples, les premières disputes, les premières raisons de, de séparation, ça peut être un problème d'argent. Budgétaire, C'est-à-dire que quoi. quand le mari ne rentre le soir et il n'ose pas dire à sa femme ou à ses enfants ben, qu'il y a une augmentation, qu'il ne peut pas être à la hauteur, donc il y a déjà une identité du mari qui se perd. Il y a également ben, le nécessaire et de pouvoir répondre rapidement avant d'arriver à des histoires de couple. Comme je dis, vaut mieux se focaliser sur une aide immédiate dans un couple qui connaît une dérive au niveau de ses gains que de payer des avocats. Et très souvent, on voit que lorsqu'on a une réponse immédiate dans la famille, lorsqu'on donne les moyens pour essayer de trouver une sorte de situation médiane, en essayant de trouver la bonne solution, alors on peut éviter également toutes ces femmes isolées ou ces hommes aussi qui existent et des hommes qui sont isolés, parce qu'aujourd'hui on est dans une sorte de parité homme-femme, donc il y a des femmes qui souffrent de la solitude, mais il faut savoir aussi qu'il existe des hommes qui souffrent aussi de solitude. Oui, effectivement, moi je trouve que votre analyse, elle est plutôt bonne. Dans une première intention, répondre à la problématique ici et maintenant, parce que c'est toujours mieux de se défendre quand on a l'estomac plein, si je peux me permettre. On est à l'heure du déjeuner, bon appétit à tous. Mais voilà, je vous rejoins à condition, et là c'est l'acteur social qui parle, le professionnel social, de tenter peut-être dans la situation que vous évoquiez, de diriger ce couple vers une médiation familiale. On a des associations qui travaillent, je pense à l'OPEJ, mais d'autres se spécialisent aussi là-dessus. Et je pense que voilà, je pense que les deux sont importants. Effectivement, avoir une réponse rapide, c'est essentiel et vous avez raison, et bravo pour ce que vous faites. Mais je pense que si on la déconnecte de l'accompagnement vers la prise en charge de la famille, parce que effectivement, il y a la question budgétaire, on sait que ça a des résonances sur la scolarité, on sait que ça a des résonances sur la relation au couple, et on sait que ça a des résonances pour faire partir les enfants en vacances, pour voilà. Et tout ça crée effectivement un climat qui peut être extrêmement tendu dans la famille. Et s'il n'y a pas un lieu pour accompagner, guider cette difficulté, alors oui, on aura moins faim, mais pour autant, voilà. Donc je pense que vraiment, c'est Tout à fait. ce binôme qui fait la force de notre travail. Et Myriam, ça vous me vouliez ajouter? Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'était que je pense que ce que souligne Shalom, c'est l'aspect effectivement systémique. C'est-à-dire on réalise pas forcément que derrière une personne dans la précarité, en réalité, il y a tout un tissu relationnel qui souffre, qui peut s'enchevêtrer, qui peut chuter, etc. Alors, lorsque des enfants, on n'en parle même pas, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des complications sur le plan budgétaire, ben, ça a des répercussions sur la scolarité, sur l'ambiance à la maison, comme vous le disiez, mais naturellement, ça peut aller jusqu'à des dérives qui peuvent mener à la délinquance, etc. Et c'est-à-dire que finalement, parfois avec une aide très très basique, puisqu'il s'agit simplement parfois de donner à manger, en réalité, eh bien, la répercussion, elle va bien au-delà, et surtout, elle touche pas uniquement le bénéficiaire, elle touche tout un cercle familial, relationnel, etc. C'est-à-dire que c'est un jeu de domino, en fait. Aujourd'hui, Mazal, si on revient sur les différentes réponses, vous avez parlé de l'épicerie sociale. Comment fonctionne une orientation et qu'est-ce que les personnes vont trouver à l'épicerie sociale qu'elles n'auraient par exemple pas dans un colis?
Alors, dans une épicerie sociale, elles vont déjà faire la démarche d'y aller, de s'y rendre. Elles reçoivent un courrier. En premier lieu, elles reçoivent un courrier dans lequel on leur donne des éléments pratico-pratiques sur les jours d'ouverture et sur le montant qu'elles peuvent dépenser dans cette épicerie. Ensuite, donc, elles se rendent, elles font la démarche de se rendre dans ce lieu et donc de rencontrer quelqu'un aussi, de pouvoir échanger et de faire leurs courses en sachant que la valeur qu'elles vont mettre dans leurs achats va être décuplée puisque les tarifs qui sont pratiqués dans les épiceries solidaires sont vraiment très très bas et ça leur permet d'avoir un panier beaucoup plus important que ce qu'elles auraient pu avoir en allant dans n'importe quel endroit faire leurs courses. Donc Oui, elles continuent à faire leurs courses. Oui, Elles elles continuent à faire leurs courses. courses en payant elles-mêmes, mais elles savent qu'elles vont avoir un pouvoir d'achat qui va être triple, quadruple, enfin Mm. vraiment beaucoup plus important. Effectivement, Mazal, c'est très important de se dire que quand on va dans une épicerie sociale, on va payer que 10 ou 15% du coût du produit. Donc, si j'ai 50 euros, si j'en paye que 10 ou 15%, forcément, je vais avoir un panier plus important. Très important, ça. Et puis aussi, la qualité de l'écoute, on y revient toujours, qui va permettre aux familles, par exemple, quand on a mangé beaucoup de pâtes, parce que ça a été très dur pendant un moment, se ressaisir de la question du frais, ce que vous disiez tout à l'heure, les fruits, les légumes, la viande, réapprendre à cuisiner avec des légumes qui sont là, qui vous sont proposés. Qu'est-ce que je fais avec 2 courgettes qui tirent un peu la tête? Comment je fais pour associer, pour multiplier mes repas? Si je vais à l'épicerie que j'achète 3 kilos de bonbons mais une demi-cuisse de poulet, je vous le fais très très schématique bien sûr, eh bien il y aura quelqu'un qui va vous guider aussi pour réapprendre l'hygiène alimentaire. Dans nos colis, on est très très gâtés parce qu'on a des bambas, on a des chips, on a tout ça. Et bien, est-ce qu'aujourd'hui c'est nécessaire? Sans doute qu'il faut se faire plaisir, concentrer nos efforts sur l'équilibre alimentaire, et je sais de quoi je parle. Eh bien, c'est toujours un sujet qui est aussi de notre responsabilité et de dire qu'aujourd'hui, il faut des produits d'hygiène parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des shampoings, du liquide vaisselle, de la lessive. Quel est le prix de la lessive? Je vous en prie. C'est énorme. Donc aujourd'hui, faire ses lessives, ça devient un challenge et tout ça. Et ça, vous allez trouver tout ça à l'épicerie alimentaire. Je ne parle pas des couches pour nos petiots. Je ne parle pas de tout aussi. Dans certaines épiceries, vous avez même des vestiaires qui permettent aussi d'avoir, notamment au moment des fêtes, un petit costume tout neuf, une petite robe jolie. Voilà. Et tout ça, ça se crée autour d'une personne qui va apporter cette épicerie sociale, qui va être dans le conseil, évidemment dans la bienveillance, et ça va apporter un tout autre prisme d'accompagnement que de recevoir un colis à la maison, ce qui est déjà formidable, mais c'est du complémentaire. Et effectivement, au moment des fêtes, pour Pessard, ce qu'on veut avoir, c'est une table un peu exceptionnelle, si je puis dire, c'est-à-dire effectivement pouvoir peut-être aussi recevoir, puisque vous disiez tout à l'heure, Myriam, que des gens qui sont aussi parfois dans une sorte d'isolement. Oui. Et alors, l'isolement, il peut être lié effectivement à une situation de précarité qui fait qu'on a honte parfois de recevoir des gens parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de quoi agrémenter la table. Mais à l'association, donc le Shalom, au-delà des distributions alimentaires, il y a aussi des repas qui sont organisés régulièrement, notamment pour les fêtes. Et ça, c'est une dimension qui est exceptionnelle, c'est toujours extrêmement beau à voir, de voir à nouveau, comme on le disait tout à l'heure, des personnes de tout âge, de toute origine finalement sociale, qui se regroupent et qui partagent un moment de convivialité, des repas, alors que finalement, c'est des fêtes qu'ils auraient sinon dans d'autres conditions pas assez isolées. Parce qu'effectivement, au-delà simplement de la nourriture, du colis de Pessard, manger sa matzah seule dans ses 8 mètres carrés à Paris, franchement, disons que la matzah Ben, est sèche. écoutez, merci pour ce témoignage. C'est vraiment, je pense que ça récapitule bien un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Pouvoir aider les personnes, bien sûr, dans la difficulté alimentaire, et c'est la base, mais que ça apporte beaucoup plus et que ça puisse aider les gens aussi à se sentir moins isolés et à se sentir plus forts pour rebondir. Mazal Benarous, je rappelle que vous êtes coordinatrice du réseau Ezra. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.
Shalom Cohen, Myriam, Jonas, vous êtes Shalom, vous êtes le président de l'association et Myriam, vous êtes bénévole à l'association La Fraternité Le Shalom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et Merci. Sandrine, toujours un plaisir d'avoir animé Oui, et cette puis émission c'est avec vous. toujours boostant de voir combien la communauté est en capacité d'être ensemble, Beyahad, et de pouvoir se battre pour faire en sorte que tout le monde soit dans un bien-être, autant que faire se peut. Et je salue toutes les associations partenaires qui ont travaillé avec nous. Merci à vous aussi d'avoir été si proche de nous et j'irai en avant pour Tishri. Allez. Et voilà. On y Mais va. en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée sur RCJ. Bonne fin de journée. Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.